donc, mesdames et messieurs, pour le mot d'entame, cas de salutation, nos invités, on passe sans transition à la première thématique de cette soirée, direction le Mali, avec peut-être ce petit communiqué des forces maliennes, ce flash info, si on peut l'appeler ainsi, la surveillance aérienne des FAMA menée les mardis 7 et mercredi 8 novembre 2023 a permis d'identifier des terroristes en possession de 2 engins blindés abandonnés par la MINUSMA à Kidal. Les 2 engins blindés ont été neutralisés par les vecteurs aériens des FAMA. La traque des terroristes continue. Unis, nous vaincrons. 8 novembre 2023 pour la signature. Passion par Fendom. Alors, des engins abandonnés par la MINUSMA récupérant les mains de ces terroristes il y a quelques jours encore. On se demandait pourquoi est-ce que la MINUSMA s'en est allée ou est partie du Mali déjà précipitamment. Et en plus de cela, elle a refusé de céder son matériel aux forces armées maliennes, ce qui aurait pu les aider justement à traquer de manière plus efficace, parce que cette armée est déjà efficace, ces terroristes. Aujourd'hui, on retrouve, elles ont préféré laisser, si on peut le dire comme ça, entre guillemets, abandonner ce matériel et on les retrouve entre les mains des FAMA. Des terroristes, pardon. Heureusement que vous êtes si bien rattrapé, entre guillemets. Oui. Non, vous vous souvenez quand nous avons eu à débattre sur la question de cette base militaire qui était enfin désertée par la MINUSMA. La MINUSMA, oui. Et où on disait que ce qui n'avait pas pu être transporté avait été détruit, que ce soit les armes, que ce soit la logistique en termes de moyens de transport, en termes de moyens électroniques. Et on avait vu ce débat, je vous avais dit non. Tout à fait. Ah non. Cela signifie tout simplement qu'une bonne partie, la majeure partie de ces éléments-là, de ces armements, de cette logistique sera remis aux troupes rebelles. Surtout quand on nous avait expliqué que ce sont les forces de l'Azawad qui ont pris possession de la base militaire. Oui. Alors, voilà les informations qui commencent à nous parvenir et qui justifient le fait qu'effectivement nous étions dans le vrai quand on analysait cette situation sur cet angle-là. Mais nous ne sommes qu'au début de nos surprises. Nous irons de surprise en surprise au fur et à mesure que l'armée malienne va avancer vers Kidal. Je suis convaincu que nous serons, ce ne sera plus le tournement, c'est-à-dire que la réalité va dépasser la fiction en ce qui concerne les connivences qu'il y avait entre ces forces dites internationales de maintien de la paix de l'ONU et ces groupes rebelles. Parce que nous savons qui les pilote, nous savons ceux qui sont à la tête de ces organisations et les politiques qui sont menées pour justifier la présence de ces hommes en tenue sur le sol africain. L'objectif, n'est-ce pas, de ces forces d'oppression sur notre continent, c'est de démontrer une fois de plus que nos armées sont faibles et qu'elles sont incapables de se défendre sans leur appui, sans leur présence, sans leur concours. Et pour ce faire, ils vont tout faire pour donner, les moyens de renseignement à cette rébellion. Je suis convaincu même qu'ils ont formé une partie importante des agents de cette prétendue rébellion pour le maniement de ces outils électroniques. Parce que la dernière fois, vous disiez justement que la MINUSMA a plus ou moins cédé d'une façon ou d'une autre les engins, parce qu'après, on a vu les terroristes sur cette base. Exactement, la Grande Royale. Vous allez voir des véhicules, n'est-ce pas, blindés, toute la grande logistique entre les mains de ces rebelles bientôt. Donc je crois que nous ne sommes qu'au début de nos surprises. Et c'est ça qui est écœurant. Parce qu'on aurait été dans une situation inverse, que vous aurez dû entendre tous les hiboux, n'est-ce pas, et tous ces perroquets bavards de la prétendue communauté internationale avec les différents démembrements que sont les ONG, que mon ami Konaté venait de dénoncer tout à l'heure, là, criait à Ross le Baudet en disant: ah, attention, il y a quelque chose de terrible qui se passe en Afrique, on vient de lever un lièvre extraordinaire, il y a une duplicité, une complicité entre ceci et cela. Mais là, tout le monde est tranquille. Silence de cimetière. Pourquoi? Parce que justement,
cela participe de leur plan diabolique. Cela participe de leur agenda. Cela participe de leur stratégie de s'aimer et d'entretenir le chaos dans la bande saoulo-sahélienne. Donc, moi, je ne suis pas du tout surpris. Je sors dans ce premier jeu en insistant sur le fait que nous irons de surprise en surprise. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début de ce que nous allons découvrir comme complicité horrible. Et là, l'ONU, c'était une institution sérieuse, aurait dû s'accaparer de ces sujets qui sont déjà révélés là pour une commission d'enquête, pour qu'on leur explique comment s'est fait la détection de cette base. Et qu'est-ce qui se passe au point où le matériel se retrouve entre les mains, n'est-ce pas, de soi-disant terroristes ou bien rebelles de l'Azawad. Moi, je ne dis même plus de terroristes. Ce sont des supplétifs, n'est-ce pas, de la présence de cet impérialisme sur notre continent. Donc, voilà la réalité dont nous sommes... Et tout à l'heure, Konaté l'a dit, quand on a parlé d'Israël, on ne fait pas beaucoup attention pour analyser sérieusement la situation. On ne fait pas souvent attention. Parce que on a l'habitude de dire c'est loin, c'est lointain, mais ce n'est pas lointain. Ce n'est pas lointain parce que là c'est de deux poids, deux mesures, de manière constante. De manière constante. Est-ce que savez-vous que dans cette affaire-là, l'une des propositions qui a été faite d'ailleurs par un pays africain, on aura le temps de revenir sur ce pays africain qu'on appelle la Mauritanie. Je vous rappelle qu'en Mauritanie, il y a 80% de Noirs et 20% de soi-disant Arabes. Et c'est de soi-disant arabes qui dominent la vie politique, économique et sociale en Mauritanie. Et les 80% de Noirs là pratiquement dans une situation d'esclavage. Et ça, c'est connu de tout le monde. Même en Afrique, l'Union africaine nous dit non. Et c'est la question que le monde faisait. De toute façon, il n'y a pas un problème. Si Israël ne veut plus de la présence des Palestiniens à ses côtés, eux, ils sont prêts à ouvrir, n'est-ce pas, leur territoire pour accueillir ces Palestiniens chez eux. Pourquoi? Pour tenter d'inverser la réalité démographique de leur propre pays. Vous voyez comment du point de vue, et les gens disent la Palestine c'est loin. Ils ne savent pas que de cette situation-là pour créer autre chose. Donc, c'est ce que nous voyons là, avec la MINUSMA et ses liens incestueux avec cette rébellion, cette supplétif, cette métastase de la présence occidentale sur notre continent. Continuons donc d'être vigilants et de ne pas permettre que vraiment des plans aussi diaboliques comme ça puissent trouver un écho favorable sur notre territoire. Et donc, bravo une fois de plus à l'armée malienne, bravo une fois de plus au commandement malien. Vous êtes en train de nous faire honneur. Je pense que le moment viendra où je pourrai boire une bonne coupe de Matango quand enfin Kidal sera libéré de cette présence de ces supplétifs et mercenaires étrangers. Merci à vous, Passion Parfendom. En tout cas, l'armée malienne est confiante et voilà, depuis elle enregistre également des victoires en ce qui concerne cette offensive qu'elle a lancée. Abdelaziz Konaté, alors ces engins de la MINUSMA entre les mains de ces rebelles terroristes, on a souvent l'habitude de dire que c'est lorsqu'il y a des affrontements, souvent ces rebelles s'affrontent avec les éléments de la MINUSMA et là les casques bleus de l'ONU en tout cas, ceux-là après ils récupèrent les engins. Mais on se demande si c'est une hypothèse qui est vrai en tout cas lorsque on voit comment cette MINUSMA est équipée. Et dans ce cas, doit-on dire comme l'avait dit le président Bazoum, que finalement les terroristes sont très bien armés, que d'ailleurs toutes ces autres armées? Madame Siké, pour avoir une réponse totalement complète à votre question, je me permets de vous faire observer que tout à côté, du côté du Burkina Faso, il y a une mesure qui vient d'être prise par le gouvernement en place, c'est-à-dire celui de lever bien évidemment les restrictions liées au colis diplomatique. C'est-à-dire que là, le Burkina Faso vient de décider que dorénavant, tous les colis qui vont traverser le territoire burkinabé ou entrer sur le territoire burkinabé
fût-il d'une quelconque chancellerie, sera systématiquement fouillé. Donc il n'y a plus de valises, de mallettes diplomatiques, de tout ça. Ça n'existe plus au Burkina. Parce qu'on s'est quand même bien rendu compte du subterfuge. C'est que, justement, ces pseudo-terroristes dites si bien organisés, comme le décriait l'ex-président Bazoum, ils bénéficiaient justement de cette largesse diplomatique-là, qui voulait que vous avez du matériel qui entrait dans des pays sous l'égide, bien évidemment, d'une organisation internationale telle que l'ONU, mais en réalité, ces armements et tout ce qui était conduit à l'intérieur était plutôt servi, bien évidemment, à ces pseudo-terroristes-là pour maintenir, effectivement, une certaine frénésie, une certaine peur entre, bien évidemment, les différents États, une psychose, en fait, qui en réalité n'existe pas en elle-même. Alors, vous voyez que ils ont mis en avant, bien évidemment, une cause, celle-là, bien évidemment, de la restauration de le mot est en train de me fuir, la restauration de leur patrimoine, c'est-à-dire que il y a là le besoin aujourd'hui de pouvoir reconquérir leur souveraineté territoriale. Merci beaucoup. Et donc, de ce fait-là, il y a des mesures en temps de guerre, il y a des mesures d'exception. Ils ont donc, sous l'égide des mesures d'exception, levé un certain nombre de verrous qui vont très certainement leur permettre de pouvoir davantage, n'est-ce pas, couper les sources de ravitaillement à ces pseudo-terroristes-là pour pouvoir donc endiguer totalement cette menace. Maintenant, pour venir au fait même du matériel d'une organisation internationale qui se retrouverait aux mains de ces terroristes-là. Vous devez simplement comprendre, on a l'aisance de comprendre, ou alors même, on peut avoir la faiblesse d'esprit de croire que, effectivement, sous le coup de l'empressement, ils ont pu oublier ci et là quelques matériaux qui n'ont pas pu être détruits. Mais que non, dans le fond, parce qu'on se rend bien compte que, du fait d'avoir refusé déjà de transmettre ce matériel militaire à l'armée régulière, il y avait très certainement une volonté malicieuse de faire autre chose avec ce matériel, sachant qu'ils ne pouvaient pas, bien évidemment, le transporter pour rentrer avec. Ils ont argué le fait qu'ils n'ont pas eu le temps matériel suffisant pour pouvoir détruire tout ce matériel-là, mais il y avait une solution beaucoup plus facile, c'était de le transférer simplement à l'armée régulière et on n'en parlait plus. À partir du moment où ils ont apposé une fin de non-recevoir, ça veut dire qu'il fallait forcément que la nature ayant horreur du vide, il fallait forcément que d'autres personnes puissent s'en approprier. Et qui de mieux que leurs principaux alliés, si ce n'est ces factions rebelles-là qui sont à tutoie avec eux quasi permanemment depuis des années de ce côté-là, Kidal et toute la zone sur laquelle ils sont en train d'évoluer dans le Sahel. Donc au jour d'aujourd'hui, en réalité, on va observer, effectivement, comme le doyen l'a dit, vous ferez bien d'observer que au fil du temps, il y aura comme une démobilisation comme ça de ces troupes. Il y aura des appels comme ça a commencé un peu ci et là à la communauté internationale parce que vous allez vous rendre compte qu'une communauté minoritaire touareg sera en train d'être exterminée au Sahel. On ne serait pas surpris de voir aussi, bien évidemment, les mainstream occidentaux monter en puissance pour commencer, comme ils ont l'habitude de le faire, à revendiquer, soi-disant, certains crimes qui sous-tendraient à vouloir effacer les peuples touaregs du côté du Sahara, alors qu'en réalité, c'est simplement leurs amis de toujours qu'ils seraient en train de couvrir. L'armée régulière malienne est en train d'avancer et elle est en train de faire ce qu'elle a promis, c'est-à-dire que reconquérir toute sa souveraineté territoriale et bien évidemment avec l'accompagnement des partenaires russes qui ont le savoir-faire. Il va sans doute qu'ils arriveront bien évidemment au bout de ce qu'ils se sont fixés comme objectif. Maintenant, quitte, d'ailleurs, vous voyez que cet aspect aussi n'a pas totalement été battu en brèche par l'armée régulière malienne, c'est-à-dire de permettre justement à ces factions rebelles de déposer les armes et donc de se rallier bien évidemment à l'État du Mali, c'est-à-dire que déposer les armes, aller dans des camps de démobilisation et donc suivre le processus qui leur permettrait de pouvoir réintégrer la nation malienne. Ils ont encore cette porte, cette fenêtre qui est ouverte à eux de pouvoir aujourd'hui mesurer effectivement entre continuer de façon suicidaire de toutes les façons inéluctablement s'auto-dynamiter comme ça au bout du chemin ou alors revenir à la raison et bien évidemment rentrer dans le rang des troupes de l'armée régulière, en tout cas de l'État du Mali qui est en train de se reconstituer. Au jour d'aujourd'hui, il me semble que
dans cette volonté, en réalité, qui est un peu faite comme ça par les traditions même, n'est-ce pas, d'hospitalité, qui régissent bien évidemment le Mali qu'on lui connaît, il y a cette volonté-là, effectivement, de ne pas aller directement au frontal, c'est-à-dire qu'à l'extrême, en permettant bien évidemment aux uns et aux autres, parce que on voit bien quand même que le colonel Assimi Goïta a ce souci-là aussi de préserver aussi bien évidemment cet équilibre régional-là qui existe, parce qu'il y a quand même des peuples. Le Mali, c'est aussi des Touaregs, donc c'est pas que simplement les Malinqués et autres qui y vivent et les Peuls, mais c'est aussi les Touaregs qui doivent être intégrés dans ce processus-là, n'est-ce pas, de reconquête du territoire malien et de l'établissement de cette alliance du Sahel qui est en train de se mettre en place. Et on est simplement en train de constater, et ce sera là la sortie de mon premier jet, effectivement la faiblesse des organisations internationales qui jusqu'ici ont ponçonné tellement d'argent aux États africains, parce que tenez-vous tranquille, ils n'étaient pas là pour les beaux yeux de ces États, c'était quand même facturé. Et il faut voir les prix auxquels justement ces États africains annuellement versaient pour ces bases-là, et qu'on vienne se rendre compte que 10 ans après leur présence dans la zone du Sahel, avec autant d'argent qui a été mis à leur disposition, les menaces se sont quadruplées, et que heureusement, au sortir de là, on se rend compte qu'il y avait une duplicité, bien évidemment, de ces organismes-là qui mériteraient une véritable refonte profonde s'ils veulent continuer d'exister, en tout cas sur le continent africain en tant que partenaire. Merci à vous, Abdulaziz Konaté, patient, parfait d'homme. La précipitation avec laquelle la MINUSMA a quitté justement le territoire malien, parce qu'on le rappelle, une date avait été fixée avec les autorités. La MINUSMA a décidé de partir bien avant, et avec justement ces engins qu'on retrouve aujourd'hui entre les mains des terroristes. Sauf que du côté de l'ONU, le porte-parole affirme que le retrait de ces casques bleus justement dans ces pays, il parle en général Tchad, Égypte, il dit cela n'a pas été facile, cela a été fait dans des conditions assez dangereuses, sans couverture aérienne, faute sans autorisation. Alors il fallait également prendre, peut-être éviter ces situations-là pour le cas du Mali, d'où plus ou moins ce départ précipité, sauf que cela a eu des conséquences également, cela a permis l'avancée des terroristes. Non, vous savez, quand j'écoute ce responsable de l'ONU tenir ce discours, je peux bien me poser la question de qui se moque-t-on? Mais vraiment, de qui se moque-t-on? Bon, premièrement, la MINUSMA est venue au Mali pour faire quoi? Elle est venue au Mali, nous a-t-on dit, pour aider l'armée et le gouvernement malien à combattre les terroristes djihadistes qui écument la bande sahélo-sahélienne. Voilà l'explication qu'on nous a donnée pour justifier la présence, n'est-ce pas, de cette organisation de l'ONU, armée de l'ONU dans cette zone-là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'était des forces amies dans l'idéal, des forces amies qui venaient en appui aux forces armées maliennes pour libérer cet espace-là de ces terroristes-là. Mais d'où vient-il donc? Qu'au moment de partir, d'ailleurs, d'accord parti avec le gouvernement malien de transition, au moment de partir, parce que le gouvernement malien estime qu'ils sont aujourd'hui en capacité d'assumer et d'assurer eux-mêmes la sécurité dans cet espace, qu'il n'y ait pas des accords qui iraient de les capacités de l'armée malienne de possession des armes, de la logistique et surtout des instruments de renseignement électronique qu'ils avaient. Pourquoi les détruire? Entre guillemets. Parce que ça, comme ça dit, pourquoi les détruire? Pourquoi ne pas les détruire à l'armée malienne? Simplement. À l'amiable. En leur disant, allez, nous sommes partis parce que les politiques en ont décidé ainsi, mais nous vous remettons dans ces armées pour continuer le travail pour lequel nous avons été assignés à la tâche ici. Pourquoi? C'est par là déjà qu'on commence à voir la duplicité, n'est-ce pas, de cette attitude de ces gens-là. Pire encore,
On nous dit, oui, il n'y a pas eu de couverture aérienne, ça s'est fait dans la précipitation. En prenant l'exemple ailleurs. Mais c'est parce que ces forces-là se sont transformées plutôt en forces belligérantes. Au lieu d'être des forces amies vis-à-vis des forces armées et d'État maliens. Ils n'ont plus été dans une coopération dynamique pour permettre justement l'avancée de la sécurisation de l'ensemble du territoire malien. Ils se sont mis dans une position de juge en pondant des rapports à partir des responsables de l'ONU qui se trouvaient au niveau de Bamako. Oui, il y a eu des violations des droits de l'homme. Oui, il y a eu des exactions sur les civils, etc. Alors on se pose la question. Bon, en fait, vous, laquelle est votre rôle? Votre rôle, c'est quoi votre rôle? Donc on a compris qu'on avait un faux copain, un faux frère, faux ami, qui soi-disant était à nos côtés pour nous aider à sécuriser notre espace territorial, alors qu'au contraire, il était l'un des belligérants dans le véritable papier pyromane pour s'aimer et entretenir le chaos dans la bande saoudite-sahélienne. Et c'est ça qui peut aboutir. C'est ça qui aboutit à ce comportement. Donc, tout le narratif là qu'on essaie là, on ne bassine les oreilles avec, oui, on n'a pas fait des trucs dans les normes de sécurité qu'il fallait, il n'y a pas eu de coopération entre l'armée malienne, le gouvernement malien et nous, non. C'est parce que justement, on a dévoilé, on a déniché leur faux jeu, leur mauvais jeu. Et c'est pour ça qu'ils étaient mal à l'aise. Ils avaient un problème de conscience et maintenant il faut qu'ils trouvent des arguments pour justifier, n'est-ce pas, leur duplicité vis-à-vis de l'Afrique et vis-à-vis du peuple malien. Ils étaient de connivence, ils sont de connivence d'ailleurs, ils continuent de l'être, avec cette rébellion qu'ils ont montée de toutes pièces pour semer le chaos, pour tuer les civils, pour empêcher l'autorité malienne de s'exprimer sur l'ensemble de son territoire. Et je vous ai dit, je sors par là, Madame Siké. Voilà une guerre dont nous avons dénoncé les effets qui se passe entre Israël et la Palestine. Les gens nous disent depuis le 7 octobre, elle n'est pas commencée depuis le 7 Bien octobre. Sûr, bon, je suis quelqu'un qui a tué les oreilles et dans les radios et des yeux pour écouter les informations. C'était un décompte macabre quand on écoutait les propres instruments des tam-tams des médias occidentaux. Il ne se passait pas un jour sans que vous ayez entendu un Palestinien a été tué à Jenin, un Palestinien a été tué sur la bande de Gaza, l'armée d'Israël a bombardé ici. C'était un récit quotidien qu'on entendait. Donc, ce n'est pas le 7 octobre que cette affaire a commencé. Elle est même plus de 15 ans que nous assistons à cette tragédie. Bon, alors, nous disons à l'ONU et aux forces d'interposition de l'ONU, envoyez donc vos troupes là-bas pour empêcher Israël de continuer à tuer des enfants, puisque vous aimez beaucoup l'humain. Envoyez-les là-bas. Vous verrez qu'ils seront incapables. Parce qu'Israël va leur dire tout simplement que je ne veux voir aucune force d'interposition aussi. D'ailleurs, Israël le dit. L'ONU fait quoi? Que fait l'ONU? Donc, nous sommes dans un double standard sur le plan 1 de la manipulation des esprits, 2 sur le plan de l'action concrète sur le terrain. Donc, il faut que les Africains comprennent que personne d'autre ne viendra assumer notre sécurité à notre place. C'est ce que dit le Mali. Et c'est ce que fait le Mali. Il n'y a que nous, les Africains, nous-mêmes, qui serons en capacité, nous-mêmes, d'assurer notre propre sécurité. À partir de ce moment-là, tout le bavardage de ces responsables de l'ONU qui essaient de trouver des arguties aussi idiots comme ça pour vouloir rejeter la faute, arrêtez, parce que c'est ça l'esprit de sa déclaration, c'est rejeter la faute sur le gouvernement et la même Madeleine pour dire ils ont refusé de coopérer. C'est pour cela que notre départ s'est fait de manière chaotique et peut-être c'est ça qui pourra donc expliquer qu'une partie de nos âmes se retrouvent entre les mains de la rébellion. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris que l'Afrique a passé à un autre niveau aujourd'hui. Merci une fois de plus à vous. À côté de cela, Abdelaziz Konaté, il y a justement ces rapports qui semblent vouloir saper ou remettre justement en question l'efficacité de cette offensive de l'armée malienne parce que juste après ces frappes menées, on le rappelle, mardi, il y a eu des rapports et même les médias occidentaux qui ont mis l'accent
sur le nombre, sur les civils qui ont été tués. L'armée malienne, elle, assure avoir visé des cibles terroristes dans le camp de la mission des Nations Unies, alors que de l'autre côté, les rapports de ces médias ou encore de ces autres, de ces occidentaux affirment que des civils ont été tués. D'ailleurs, on parle de 14 civils tués, dont des enfants. Ça y est, vous avez très certainement remarqué que j'ai dû esquisser un petit sourire à votre question. Parce qu'on est effectivement en train de se demander de qui se moque-t-on. Oui. Hein, on aimerait bien voir aussi cette même véhémence du côté de la Palestine. On ne fait que le dire depuis. Oui. C'est bien beau qu'on ait constaté du côté du Kidal qu'il y ait eu des enfants qui meurent parce qu'on est en train de faire des frappes. Parce que l'armée a frappé. C'est bien beau qu'on le voie sur le continent africain, mais tout ce que nous demandons, et je pense que c'est la réponse qu'est en train d'apposer, ou serait certainement en train d'apposer l'État du Mali aujourd'hui à toutes ces organisations internationales, c'est qu'on aimerait que vous soyez autant présent du côté de la Palestine. Parce que c'est là où vous devez nous montrer que, effectivement, vous jouez votre rôle de gendarme de la planète. C'est-à-dire celui-là qui est là pour, effectivement, assurer le maintien de la paix et bien évidemment organiser même, bien évidemment, n'est-ce pas, si la paix ne se trouve pas quelque part, le retour à la paix. On aimerait bien, au jour d'aujourd'hui, que toutes ces organisations internationales là nous prouvent effectivement qu'ils ont de la crédibilité face à la crise qui se passe du côté de la Palestine. Parce que si au jour d'aujourd'hui, une fois de plus, et c'est pour cela que c'est intéressant de suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passe de ce côté-là, parce qu'on voit bien que la carte géopolitique de la planète est en train de véritablement se retourner. Et on voit donc là qu'il y aura très certainement, après tous ces événements-là, une autre lecture de la diplomatie internationale. Les choses ne seront plus jamais pareilles. Les Africains ne vont plus accepter qu'on soit tout le temps sur leur dos en train de venir leur dire ce qu'ils doivent faire ou pas. Quand d'un autre côté, pour les mêmes raisons pour lesquelles ces organisations sont censées aussi, justement, produire, n'est-ce pas, les mêmes résultats, ou du moins les mêmes véhémences, les mêmes pugnacités face aux situations qui, disons-le clairement, sont équivalents à échelle à ce que nous avons ici sur notre continent. Ce ne sont qu'une petite goutte d'eau. Parce que quand vous voyez ce qui se passe du côté du Mali, et vous voyez ce qui est en train de se passer du côté de l'Ukraine, vous voyez ce qui est en train de se passer du côté de la Palestine, je vous assure, c'est une promenade de santé, ce qui est en train de se faire par l'armée malienne actuellement du côté de Kidal. C'est véritablement une promenade de santé. Donc on ne vient pas nous raconter des choses qui n'existent pas. En réalité, l'armée malienne, si vous avez suivi le communiqué avant justement cette avancée-là, a pris le soin de prévenir justement tous les habitants de la zone de Kidal, partant de Anéfis, surtout le corridor, de libérer ces villes-là, parce qu'elles vont subir des frappes intensives. Et que toutes les personnes qui vont se retrouver là-bas, alors qu'ils n'ont pas le droit d'y être, ben ces personnes-là feront partie des dommages collatéraux. Malheureusement, une guerre, c'est ça. Quand vous allez à une guerre, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, c'est connu. Et on est bien en train de le voir du côté, bien évidemment, de l'Ukraine. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, et on le voit, parce qu'on n'appelle même pas ce qui se passe du côté de la Palestine une guerre, c'est un génocide. Mais quand vous faites une guerre, il y a ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Donc, ce qui est en train de se passer, ces ONG, on ne sait pas trop comment, pendant qu'il y a des frappes, pendant qu'on a demandé de libérer, justement, ces territoires-là, et que toutes les personnes qui sont censées s'y trouver sont forcément considérées comme des terroristes. Et on pense que l'État du Mali a donné suffisamment de temps, justement, pour que les personnes puissent libérer là, afin qu'il y ait effectivement ce qui est en train de se passer de ce côté-là. Il faut dire que de plus en plus, ces organismes internationaux ne sont plus crédibles sur le continent africain. Au jour d'aujourd'hui, nous les regardons simplement, bon, on va dire comme ça pour amuser la galerie, mais ça n'émeut plus personne parce que, bon, il y a plus grand chose véritablement qui se fait de véritablement sérieux avec ces organisations-là. Donc l'armée malienne, très certainement, ne prend pas en compte tout cela, si ce n'est simplement de façon superficielle, continue d'avancer et il y aura encore davantage de morts, ça c'est sûr. Il y aura des dommages collatéraux, ça c'est sûr. Et puis après, il y aura bien évidemment le retour à la paix. Il y aura bien évidemment la reconstruction qui va se penser de ce côté-là, avec tous les ingrédients qui vont avec. Cela n'empêche très certainement pas l'évolution de l'armée malienne, il faut le dire simplement ainsi. Et il faut être sûr que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par ces organisations-là, on aimerait que ça se fasse aussi ailleurs. Voilà donc l'interpellation qui est passée. Avant d'entamer sans bien sûr transition la seconde. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification
pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.